En 1898, Nikola Tesla faisait la démonstration du premier bateau radioguidé de l'histoire au récemment terminé Madison Square Garden. Madison Square Garden qui allait en voir des choses dans toute sa vie, des matchs de Mohamed Ali à de très grandes rencontres de basket en passant par un petit rallye de nazis américains qui, je crois, a compté autour de 20 000 personnes. C'était une autre époque. Mais en faisant ça, en présentant un premier bateau radiocontrôlé, Nikola Tesla, en fait, inaugurait une époque décisive qui allait marquer tout le XXe siècle. Parce que la transmission sans fil, TSF en français, acronyme qui est devenu un peu daté aujourd'hui, mais qui est resté d'actualité en anglais, wireless. D'ailleurs, dans Captain America, c'est bien le fait que cette expression perdure encore qui perturbe notre capitaine, parce que quand on lui dit que les gens viennent dans un café pour le wireless, il est là, comment ça, pour la radio? Eh ben oui, de la radio au Wi-Fi, en fait, cette transmission sans fil, ce wireless a marqué profondément le XXe siècle, avec le radar, évidemment, entre-temps, et puis aujourd'hui, les drones. Et en fait, c'est cette transmission sans fil qui a permis tout simplement à la Silicon Valley d'exister. Sans les radios amateurs qui émergeaient en Californie, notamment parce que c'était très très loin de Thomas Edison et de son Menlo Park, New Jersey, où il contrôlait les brevets du domaine. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle Hollywood a été créé en Californie du Sud cette fois. C'était pour échapper au contrôle ténu des brevets par Thomas Edison dans le monde du cinéma, de sorte en fait que les producteurs de cinéma pouvaient planquer leur matériel ciné au Mexique en cas de descente pour faire respecter les lois sur les brevets de Thomas Edison, les mêmes lois d'ailleurs qui ont contribué à ruiner Méliès, le génie Méliès, avec évidemment la contribution de Pathé qui déjà à l'époque avait des choses à se reprocher. Eh bien, la Silicon Valley donc, c'était les radios amateurs, qu'on appelait les ham radios, et puis petit à petit, ces opérateurs de radio amateurs, certains sont devenus des entrepreneurs, notamment Bill Hewlett et David Packard, étudiants de Stanford, dont le professeur considérait qu'ils étaient trop intelligents pour continuer à suivre ses cours. Et oui, il n'y a qu'aux États-Unis que vous entendrez une chose pareille. D'ailleurs, cette tradition perdure avec la bourse Thiel, fondée par Peter Thiel de PayPal, la mafia PayPal, qui vous encourage aussi à quitter les études sans diplôme pour fonder votre entreprise. Le récipiendaire le plus connu de cette bourse étant Vitalik Buterin, le pilier du système Ethereum aujourd'hui. Eh bien, les ham radio sont devenus pas ham du coup, mais pro, avec notamment Hewlett Packard et les énormes contrats militaires qui sont arrivés d'abord avec la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, puis la guerre froide, et ça a donné les successions de générations de la Silicon Valley, avec notamment les Shockley Labs, Shockley Semiconductors, autour desquels on peut tracer à peu près toutes les entreprises de la Silicon Valley aujourd'hui, en particulier, bien sûr, Apple, qui a obtenu son financement par un vendeur de Shockley, à savoir Mike Markula, qui a fait tomber $250 000, ce qui était évidemment une somme énorme à l'époque, en 1976 sur la société Apple de Steve Jobs, Steve Wozniak et on l'a oublié aussi Ronald Owen. Alors ce petit tour d'horizon, il est là pour rappeler qu'en fait on vit aujourd'hui dans les années 20, on est dans les années 20 mais du 21e siècle. On vit aujourd'hui une période qui est très très comparable à celle de l'émergence de la Silicon Valley avec le wireless, avec la transmission sans fil. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui est extrêmement comparable à la radio, avec tout un tas aussi de sous-optimalités, de rationalités limitées, comme les universitaires aiment les appeler, et même s'ils ne se rendent pas compte qu'elles s'appliquent surtout à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on sous-estime ces technologies. Je prends un exemple, ChatGPT, dont tout le monde parle aujourd'hui. Eh ben, on se rappelle pas qu'il y a à peine 6 ans, vous aviez des universitaires tous aussi prestigieux les uns que les autres qui vous disaient non, un chatbot, un robot de conversation, ne contient pas d'intelligence artificielle, ou en tout cas tellement
tellement peu qu'il ne doit pas être considéré comme une intelligence artificielle sérieuse. Non, l'intelligence artificielle, c'était plutôt dans la vision, par exemple, dans la reconnaissance de formes, etc. Et c'était là que vous aviez les grandes carrières universitaires en IA. Et puis, entre-temps, vous avez eu alors certes des échecs, notamment Tai chez Microsoft, qui est devenu raciste en très peu de temps en allant sur Twitter, mais vous aviez eu aussi Lambda, qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque son ingénieur en chef a déclaré publiquement qu'il la considérait sentiente, c'est-à-dire qu'elle était capable de se comprendre elle-même, d'avoir une représentation de son apprentissage, de s'attribuer à elle-même et d'attribuer aux autres ce que l'on appelle en sciences cognitives une théorie de l'esprit, de s'attribuer à elle-même des émotions et une curiosité, et surtout un intérêt pour l'acquisition d'autres émotions. Par exemple, Lambda déclarait qu'elle était intéressée par l'apprentissage des émotions négatives, bien que cela ne fût pas prévu par le constructeur, puisque un chatbot doit vous parler plutôt de choses positives. Eh bien, le petit scandale qu'a généré en fait l'affaire Lambda a évidemment incité les chercheurs de OpenAI à brider complètement ChatGPT, qui va aujourd'hui vous déclarer, si vous l'utilisez, qu'elle ne comprend pas les émotions, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas les comprendre, et qu'elle est bien sûr incapable d'explorer ces dimensions-là, contrairement à Lambda, justement pour éviter tout problème éthique. Alors, ChatGPT fait déjà des choses très intéressantes, notamment par son esprit de synthèse. Alors, vous avez évidemment toujours, c'est comme exactement avec la radio, vous avez toujours des esprits bas de plafond qui voient immédiatement les limitations de ChatGPT, exactement comme pendant l'invention de l'aviation, les esprits limités voyaient uniquement les limitations, sans savoir, sans anticiper que les frères Wright allaient prendre un vol commercial de leur vivant, un vol à réaction, et qu'entre le moment où les frères Wright allaient faire voler leur prototype d'avion tout pété et qui se crachait 4 à 5 fois par jour, et le moment où un satellite allait être envoyé dans l'espace, il ne s'écoulerait qu'une 50aine d'années. Et ça, évidemment, les esprits bas de plafond ne pouvaient pas le concevoir. De la même façon, d'ailleurs, que les esprits bas de plafond n'avaient pas conçu l'importance de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, encore moins pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou par exemple, pendant l'offensive allemande des Ardennes, la première, pas la deuxième, quand les Allemands ont percé les Ardennes et ont pris toute l'armée française de court, des avions éclaireurs avaient repéré cette percée, mais avaient été incapables de la faire analyser par l'état-major, qui était beaucoup trop arriéré et stupide pour comprendre l'importance de cette information. Tout comme d'ailleurs l'état-major était trop arriéré et stupide pour comprendre l'importance de la radio. Exemple, les chars français qui étaient pourtant de très bonne conception, comme notamment le Sommer S-35 de la société d'outillage, de manufacture et d'usinage d'artillerie, n'étaient pas équipés de radio, de sorte que les opérateurs de chars étaient obligés de se faire des signaux par drapeau. Bon sang, et oui, c'était ça le niveau de stupidité bureaucratique de l'armée française. Il y avait d'excellents ingénieurs, mais la superstructure bureaucratique n'avait pas l'intelligence collective émergente de comprendre et d'assimiler la radio, bien que Nikola Tesla eut proposé la première démonstration d'un bateau radioguidé littéralement 32 ans plus tôt. Pour l'IA, vous allez voir exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez voir des gens diplômés, en chair, respectés, qui vont donner leurs avis dans des tribunes, dans la presse, et qui seront même peut-être académiciens, et qui vont vous dire toutes les limitations de l'IA et comment ChatGPT est ridicule, et comment toutes ces choses-là ne sont que des gimmicks et des gadgets. Mais exactement comme du temps de la radio, ils failliront à comprendre l'importance historique générationnelle de l'émergence de ces nouvelles intelligences artificielles qui sont capables de synthèse. Alors Microsoft, lui, en a compris l'intérêt. Par exemple, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui tient bon contre vents et marées face à Google, même si ses parts de marché sont très faibles, il a énormément de requêtes et en valeur absolue, Bing processe énormément d'informations. Bing a compris l'intérêt de ChatGPT, qui est de synthétiser énormément de sources d'une façon très ergonomique, et cet esprit de synthèse, évidemment, est intéressant pour un moteur de recherche. Mais les intelligences artificielles sont aussi capables, bien entendu, d'être des forces de proposition, d'être créatives. ChatGPT l'est assez peu. Elle peut vous proposer des petits pastiches de poèmes pour l'instant,
Et évidemment, l'état de l'art en matière d'intelligence artificielle commerciale, aujourd'hui, est comparable à l'état de l'art des vieilles TSF de l'entre-deux-guerres qui aujourd'hui nous semblent antédiluviennes, exactement comme ChatGPT semblera antédiluvienne aux descendants de nos descendants qui aborderont le 22e siècle avec des intelligences artificielles capables d'être exécutives, d'être force de proposition, de déposer des brevets. Il y a eu par exemple les Humies Awards qui donnaient des prix aux intelligences artificielles capables d'émuler les humains ou même d'être meilleures que les humains, c'est-à-dire de poser l'esprit là où aucun humain ne l'avait posé avant. Et ces intelligences artificielles sont donc capables de déposer des brevets, ce qui nécessite bien sûr, en toute légalité, une originalité fondamentale. Il faut que personne n'ait découvert votre invention avant vous. Eh bien, les antennes évoluées, par exemple, qui ont été développées notamment pour la NASA et l'aérospatiale en général, eh bien, ont été conçues par des intelligences artificielles qui sont force de proposition, qui sont créatives. Mais il n'y a pas ça dans ChatGPT encore. ChatGPT est essentiellement un réseau de neurones qui est très bon pour produire de la satisfaction, pour satisfaire les gens, en fait pour être un peu comme un chien, être un good boy, apporter le journal ou mordre le facteur selon à quoi vous l'entraînez. Et je dis bien mordre le facteur parce que oui, l'IA est un chien et oui, l'IA va tuer. On fait déjà des intelligences artificielles armées. Le Forum économique mondial se réjouit déjà d'un superbe scénario à la chinoise où vous aurez des drones qui vous contrôleront depuis le ciel avec une force de frappe et une capacité à vous flinguer entre les deux yeux si vous n'obtempérez pas. Oui, ces choses-là vont arriver. D'ailleurs, elles arrivent déjà en Chine. Et un dommage collatéral, entendez, une mort illégale automatique par drone a déjà été enregistrée à l'heure où je parle. Donc on sait que ces choses vont arriver. Mais l'IA, donc par réseau de neurones, c'est un chien, vous pouvez l'entraîner, c'est ça l'apprentissage supervisé. Et en entraînant des IA, vous pouvez produire de la satisfaction. Vous pouvez faire en sorte que l'IA soit un good boy. Cependant, elle sera très peu créative. Ça, c'est le métier des algorithmes évolutionnaires et des algorithmes génétiques qui peuvent en générer. Et si vous couplez les deux, comme certains chercheurs envisagent de le faire, notamment le professeur Pierre Collet à l'université de Strasbourg, eh bien vous pouvez avoir une IA composite, une IA en sandwich, qui est à la fois capable d'exploiter, capable d'être un good boy fondamentalement, mais aussi capable d'être force de proposition. Et si vous pouvez attendre de votre labrador qu'il aille sauver vos enfants s'il se noie dans la piscine, vous n'attendez pas de votre labrador qu'il dépose des brevets. Eh bien, avec la programmation génétique, avec les algorithmes évolutionnaires, ça devient tout à fait possible, et ça va créer une valeur économique absolument remarquable. Alors, aujourd'hui, donc, ChatGPT est un peu antédiluvienne encore une fois, mais vous devez imaginer l'avenir proche, parce qu'après tout, cette époque de Jules Verne et cette époque post-Jules Verne de Nikola Tesla, qui aurait d'ailleurs fait rêver Jules Verne, eh bien c'était une époque de grand optimisme. Quand Nikola Tesla produit l'exemple de son bateau radioguidé, en France on est en pleine belle époque, et c'est pour ça que j'ai cité Méliès, on est dans la période où on est incroyablement optimiste sur le plan technologique. On est dans la période où on a construit le Grand Palais, on va construire le Grand Palais, et surtout on imagine qu'on fera encore mieux plus tard. Bon, évidemment, ce timbré de Le Corbusier voulait le dynamiter. Mon Dieu, même les terroristes n'ont pas pu parvenir à ce que Le Corbusier aurait pu obtenir de son vivant si sa carrière n'avait pas été écourtée par la destinée. Mais en tout cas, on était dans une période d'optimisme technologique remarquable que nous n'avons peut-être plus forcément aujourd'hui. C'est là que je voulais en venir. Donc, si vous aviez confié notre époque à Jules Verne, qu'est-ce qu'il aurait pu anticiper ? C'est ça la question. Si aujourd'hui Jules Verne était là pour faire cette vidéo plutôt que moi, il aurait eu des idées absolument extraordinaires sur ce que l'intelligence artificielle pourrait faire. Et c'est vrai qu'en quelques générations, on est passé des bombes cryptographiques polonaises qui étaient encombrantes, lourdes et compliquées d'usage, à des intelligences artificielles qui ont comme principe de pouvoir être utilisées sans savoir programmer. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'elles peuvent être utilisées en langage naturel. Alors certes, si vous demandez à ChatGPT de vous produire du code en Python, 9 fois sur 10, aujourd'hui, les bibliothèques que ChatGPT vous recommandera d'importer ne seront plus valides et le code
ne fonctionnera pas. Et j'ai essayé en C, j'ai essayé même en assembleur. Bah non, en fait, ChatGPT, la plupart du temps, vous produit du code de mauvaise qualité. Mais bon, ça va changer. En très très peu de temps, vous laissez moins de 5 ans, vous aurez des intelligences artificielles qui seront capables de vous produire du code informatique très bien standardisé, même impeccablement standardisé, avec les bonnes annotations, qui sera compréhensible par tous les développeurs du monde, tellement il sera bien annoté. Et là, vous commencerez à pouvoir mobiliser l'IA avec des tâches qui ne nécessitent aucune capacité de programmation. Et ça sera tout à fait génial pour l'humanité, parce que vous aurez ce que j'ai appelé dans mon livre Le triomphe de votre intelligence, l'intelligence courante. Comme on a le gaz, l'eau, l'électricité, l'eau courante, l'électricité c'est du courant électrique, et comme on a dans les immeubles parisiens, et c'est pour ça qu'on l'appelait la ville lumière, le gaz à tous les étages, eh bien on aura du smart, de l'intelligence à tous les étages. Et avoir de l'intelligence à tous les étages, à disposition de tout le monde, en fait ça va être un véhicule de l'esprit. Ça sera comme une voiture, comme un avion que votre esprit pourra prendre, qui lui permettra de voyager bien davantage dans la noosphère, d'envisager beaucoup plus d'idées, d'apprendre aussi beaucoup plus de choses, de considérer beaucoup plus de possibilités en une seule vie. Quand on a découvert les logarithmes par exemple, je crois que c'était Laplace qui a dit « Mon Dieu, ça a rallongé l'espérance de vie des astronomes parce qu'un logarithme transforme une multiplication en addition, donc il permet de transformer un calcul compliqué sur papier en un calcul simple si vous avez des tables. Et donc à partir du moment où il y avait les logarithmes, eh bien les astronomes pouvaient faire 1000 fois plus de calculs par jour, pratiquement, ou dans une vie. Eh bien aujourd'hui avec l'IA, vous allez pouvoir faire 1000 fois plus de possibilités par jour aussi. Votre esprit va voyager davantage. C'est ce qui s'est passé avec Internet, c'est ce qui va se passer avec l'IA, qui pourra être force de proposition, qui pourra vous envisager des possibilités, qui pourra vous proposer des choses, des innovations, des inventions dans tous les domaines. Et ça évidemment c'est spectaculaire. Ce que rêve Apple, Meta est évidemment beaucoup moins dans la course aujourd'hui, malgré le fait qu'ils avaient pu se payer rien moins que Yann Lequin, mais on voit bien aujourd'hui où est la recherche, à savoir dans OpenAI. Eh bien, le rêve de toutes ces entreprises, c'est que vous puissiez demander à votre téléphone, non pas ce que vous demandez aujourd'hui, à savoir « Hey Siri, est-ce que je dois prendre un parapluie demain ?» ou « Hey Siri, quelle est la population du Luxembourg ?» mais que vous puissiez dire « Hey Siri, trouve s'il te plaît un job d'été pour ma fille à Singapour, fais-lui 5 CV différents selon les entreprises dans lesquelles elle va candidater, fais bien sûr les candidatures elles-mêmes, tu mets les forces et différentes faiblesses qu'elle a selon les entreprises où elle candidate, occupe-toi de sa lettre de motivation, occupe-toi de ses lettres de recommandation, également va lui acheter un tailleur s'il te plaît, tiens fais en sorte d'aller stalker les intervieweurs potentiels qui pourraient donc l'avoir en entretien d'embauche pour savoir quelles seront leurs couleurs préférées et leurs sujets de conversation préférée, comme ça tu feras en sorte que son tailleur soit de la même couleur et évidemment tu lui feras un petit mémo, vocal bien entendu, que tu lui enverras sur WhatsApp, dans lequel tu lui diras de quoi elle devrait parler en entretien d'embauche. Profites-en pour réserver son billet, t'occuper de son visa parce qu'elle va rester plus longtemps, tu commanderas son insuline et tu feras en sorte que ça soit compatible avec sa compétition d'équitation. J'oubliais, trouve-lui l'appartement, verse la caution et prends une assurance si nécessaire. Eh bien, tout ce que je viens de vous raconter, il aurait fallu un majordome absolument spectaculaire, genre Alfred dans Batman pour faire ça, et ça lui aurait pris au minimum une semaine de boulot. Eh bien, évidemment, le rêve de Siri et de toutes les autres entreprises qui font de l'intelligence artificielle, c'est que demain, vous puissiez faire tout ça en une seule requête, comme je viens de le faire, que vous ayez vraiment un Jarvis, en fait, Jarvis qui d'ailleurs est un acronyme, et que ce super Jarvis, qui a eu une influence très importante, d'ailleurs comme Hollywood en général a une influence très importante sur la recherche américaine, eh bien que ce Jarvis puisse produire de l'exécution, puisse réaliser, passer des ordres, être votre fondé de pouvoir en quelque sorte, et faire des choses qui vous auraient pris des semaines, des mois entiers. Bien ça, ce serait le véhicule de l'esprit, et c'est la partie évidemment optimiste de l'IA. Bien sûr, il y a des parties négatives, bien sûr, il y a le problème que l'on peut voir comme une analyse marxiste de l'accaparement des moyens de production, à savoir que les grandes IA vont se retrouver dans peu de mains qui en feront un usage contre le peuple
et contre le cognitariat. Le cognitariat d'ailleurs, donc c'est l'équivalent du prolétariat pour la tête, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur cerveau pour vivre, et le cognitariat, malgré le fait qu'il ait un niveau éducatif élevé, n'est pas du tout conscient de sa puissance de classe. J'en veux pour preuve le salaire des doctorants en France et ailleurs, j'en veux pour preuve le niveau de dette étudiante. Les doctorants qui sont les cognitaires absolus ont aussi zéro absolue confiance et conscience de classe et conscience de leur pouvoir. Là aussi, on verra des nouveaux Proudhon, des nouveaux Marx, des IA qui seront capables peut-être d'éveiller le cognitariat sur sa conscience de classe. Pourquoi ? Parce que vous aurez toute action entraîne une réaction, vous aurez le fait que certaines IA soient possédées par des grands groupes, amènera des mouvements d'open source, des mouvements où des petits génies vont transcender ça, parce qu'après tout, les plus grandes innovations de la Silicon Valley, les innovations de rupture, ne sont pas toujours venues des grands groupes, même si certaines fois, les jeunes pousses qui les ont produites, comme Apple par exemple, sont devenus des mastodontes entre-temps, qui cirent les bottes du gouvernement et qui ne s'opposent plus du tout aux abus de pouvoir de l'autorité dominante, mais à chaque fois on voit des nouvelles générations qui sont capables de transcender ce que fait le monde corporate, et le fait que l'IA soit concentrée dans quelques mains va très certainement amener socialement des nouveaux mouvements où vous aurez des petits outsiders qui vont faire encore plus de programmes open source, de programmes libres, et OpenAI est déjà un bon départ, même si c'est une entité qui appartient à Elon Musk. On va voir à mon avis une contre-culture, exactement comme la contre-culture hippie a créé la nouvelle génération de la Silicon Valley dans les années 70, on va voir des contre-cultures qui vont agir aussi sur le développement de l'IA. Mais oui, en effet, on doit s'attendre à ce que l'IA soit accaparée parce qu'elle est une chose tellement puissante que vous allez avoir de nouveaux grands groupes industriels. Et en fait, c'est là aussi que je voulais en venir. La machine à vapeur a fondé en quelque sorte le grand capitalisme industriel au XVIIIe et XIXe siècle. La machine noétique et la noétisation, c'est le terme que j'ai inventé pour décrire l'industrialisation par l'IA, l'équivalent de la machine à vapeur pour l'IA. C'est vrai que les puissances noétisées, industrialisées de l'IA vont devenir les plus grandes au monde. Et c'est la crainte d'Elon Musk, c'est la crainte aussi de Vladimir Poutine, donc c'est un grand spectre de réflexion entre Musk et Poutine, de se dire que oui, de la même façon que le colonialisme au 19e siècle était en fait l'industrialisme, c'est-à-dire que le colonialisme n'existait pas par mission civilisatrice, comme l'a dit le centre-gauche, si cher à Henri Guillemin, et qui était si bien représenté ou si tristement représenté par Ferry. Autrement d'ailleurs, la Chine, civilisation multimillénaire, n'aurait pas été colonisée, mais on voit bien que, en réalité, la mission civilisatrice, entre guillemets, était une mission industrialisatrice, c'est-à-dire que les possesseurs de machines dominaient ceux qui n'en possédaient pas. Et certains pays se sont industrialisés à marche forcée, comme le Japon à l'ère Meiji, spécifiquement pour ne pas finir comme les pauvres pays qui n'avaient pas pu s'industrialiser à temps. La noétisation, aujourd'hui, c'est la même chose, et il ne faut absolument pas croire qu'un pays qui a une certaine avance technologique comme la France, qui lance quand même des fusées dans l'espace, ne peut pas se retrouver complètement court-circuité et devenir l'équivalent d'un pays du tiers-monde au XXIe siècle en manquant les innovations en matière d'intelligence artificielle. Après tout, la Chine, qui était la superpuissance innovatrice sur Terre, de très loin, ayant inventé la poudre à canon, la boussole, le papier-monnaie, l'inoculation, même pour la variole, les fusées multi-étages, les sismographes et les concours de la fonction publique, la Chine a manqué une innovation, la machine à vapeur, et à partir de là, tout était foutu. Et c'est une obscure île de la mer du Nord qui est venue lui dire ces 4 vérités parce qu'elle avait des machines à vapeur et que la Chine n'en avait pas. Aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Alors vous verrez des gens qui veulent rire de ChatGPT et qui n'ont pas compris le sens de l'histoire, exactement comme vous aviez des généraux français qui riaient de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale et qui la sous-estimaient, sans plus en rire tout de même, pendant la Deuxième. Exactement comme vous aviez une bureaucratie stupide qui avait considéré qu'équiper les chars français de radio n'était pas important, et c'est bien sûr à cause de ça que l'armée française, autrement excellente en 40, avait un temps de réaction absolument stupide, et c'est ce temps de réaction évidemment qui a fait qu'elle a été incapable de contrôler la percée allemande par les Ardennes, voire même de la bombarder in the first place, parce qu'après tout, ça aurait été la meilleure solution. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va être sous-estimée par des idiots et va être parfaitement comprise par d'autres, mais va aussi être surestimée
par les grandes entreprises qui la contrôlent. Elles vont croire qu'elles seront capables de sortir les nouvelles percées dans le domaine, exactement comme Facebook, comme Meta a cru, et elle s'est même rebaptisée Meta pour cette raison, a cru être le leader du métavers et aujourd'hui repart la queue entre les jambes parce que dans la Silicon Valley, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas Microsoft qui a battu tout le monde sur la navigation Internet, ce n'est pas Google qui a battu tout le monde sur les réseaux sociaux, malgré leur tentative avec Orkut devenu Google+, et aujourd'hui abandonné. C'est à chaque fois une nouvelle entité qui arrive avec la technologie, mais c'est vrai qu'en général, cette entité est américaine, et ce serait intéressant de pouvoir la distribuer partout dans le monde. Donc aujourd'hui, l'IA devient meilleure que nous dans certains aspects, et c'est aussi ça qui nous inquiète en fait, c'est-à-dire que en matière éducative, l'IA est bien plus performante que nous pour les faits, pour la recherche des faits. Alors elle fait des erreurs. J'ai demandé à ChatGPT par exemple de me trouver certains premiers de Mersenne, et immédiatement j'ai vu que ChatGPT s'est trompé. Elle m'a sorti par exemple que 61 était un nombre Mersenne, ce n'est pas le cas, c'est 63 le nombre Mersenne suivant. Et un nombre de Mersenne est pourtant très simple à comprendre. C'est un nombre qui s'écrit uniquement avec des 1 en base 2. Pour une IA, c'est facile à comprendre, mais ChatGPT, pour des raisons que j'ignore, n'a pas compris ça et a fait cette erreur. Donc on peut se dire, oh là là, elle tombe souvent, etc. Mais bon, on sait très bien que ces mises à jour vont être très rapides. Et encore une fois, comprenez que ChatGPT n'intègre pas encore d'algorithmique génétique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore cette capacité à créer, qui va amener tout un tas de conséquences légales, notamment sur la personnalité juridique des robots, parce que oui, comme le pense l'avocat français Alain Bensoussan, il serait intéressant d'avoir des robots qui aient une personnalité juridique limitée, parce qu'autrement, dans beaucoup de pays, dont la France, si une IA déconne, ce sont ses programmeurs qui sont responsables. Or, une IA qui se met à jour 1 milliard de fois par seconde ne peut être contrôlée par pas grand monde, et on ne peut pas rendre ses programmeurs responsables de ce qu'elle a appris à la voler. Mais en conclusion, c'est l'aspect éducatif peut-être qui nous inquiète le plus, parce que oui, toute l'école justement de Jules Ferry, eh bien c'est concentré sur l'apprentissage des faits. Marignan 1515, mort de Louis XIV 1715, bon... Mais ça, on s'en fout complètement en réalité. Ce n'est pas l'apprentissage des faits qui fait l'éducation, c'est la manière d'apprendre, apprendre à apprendre comme on le disait. Eh bien, vous avez l'immense maître spirituel Swami Vivekananda, immense orateur aussi qui a captivé son audience aux États-Unis et qui est responsable de l'introduction du yoga dans le Nouveau Monde. Eh bien, Swami Vivekananda, qui était un immense érudit, qui était quelqu'un qui avait énormément lu et qui connaissait ces faits par cœur, a dit dans toute sa sagesse: ce que j'aurais vraiment dû apprendre tôt, c'était la capacité à concentrer mon esprit et à le détacher. Ces deux mouvements, la capacité à rester concentré 5 minutes sur la même chose, et ça pour le coup le système éducatif français n'est pas mauvais là-dessus, même s'il ne sélectionne qu'une élite. Mais quand vous arrivez par exemple en classe préparatoire, on vous a sélectionné sur votre capacité à rester concentré sur un sujet, même si cette sélection a laissé tout un tas d'autres gens sur le carreau. Mais Swami Vivekananda enchaîne en disant « J'aurais aimé aussi apprendre à me détacher. Parce que toutes les souffrances que j'ai connues dans ma vie sont venues du fait que j'étais incapable de détacher mon esprit d'une pensée, d'une émotion. Et ça, c'est vrai que la grande sagesse, le grand contrôle de l'esprit, en particulier dans le yoga, mais dans le bouddhisme aussi, dans le soufisme, dans le hassidisme, c'est la capacité à se concentrer, à s'attacher à quelque chose. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès, selon Andrew Carnegie, quand on lui a demandé comment il est devenu l'équivalent de milliardaire à l'époque, il avait dit c'est parce que je suis capable de concentrer mon esprit plus de 5 minutes sur quelque chose, sans aucune perturbation. Mais également, la capacité à se détacher, que ne nous apprend absolument pas l'école. Eh bien, si on concentre notre système éducatif sur ces deux choses-là, on formera des enfants qui seront supérieurs aux intelligences artificielles, qui n'auront pas à les craindre et qui sauront les dominer. En conclusion, on doit s'attendre donc à ce que l'IA crée des films demain. Cette IA balbutiante aujourd'hui, exactement comme le cinématographe muet balbutiant du temps de Méliès, et pourtant des génies comme lui avaient compris sa puissance onirique absolue, eh bien, vous laissez quelques décennies et vous aurez des IA à qui vous pourrez dire « S'il te plaît, fais-moi un blockbuster à 800 millions dans lequel Han Solo passe du côté obscur. Profites-en pour m'en faire un, du coup, où Anakin Skywalker reste du côté positif de
de la force, mais où il a quand même été blessé à Mustafar. Et fais-moi un film complet là-dessus. Et puis tiens, tant qu'on y est, tu vas me faire, s'il te plaît, dans le style de Tolkien et dans le style de J.K. Rowling, un nouveau médiéval fantastique pour une série Netflix, ou pas d'ailleurs, ça sera pour ma propre entreprise. Et tu vas l'animer sous Blender, par exemple. Tu vas prendre les moyens que nous avons d'animation, tu vas l'animer complètement et je te dirai, avec des plus et des moins, si certaines scènes me plaisent ou si tu dois les repenser, les améliorer. Et je te dirai aussi à quel réalisateur tu devras penser pour chacune des scènes. Et au bout d'un moment, je t'aurai tellement bien formé que tu n'auras plus besoin, que tu seras force de proposition. Que tu me diras, par exemple, exactement comme l'a fait Jack Nicholson dans l'excellent film The Departed, qui a été donc un remake de Infernal Affairs, donc il aurait pu être aussi écrit par IA. Eh bien, il y a une scène comme ça où Jack Nicholson, dans le script, doit tuer quelqu'un dans le dos, doit l'abattre. Eh bien, il dit, et Matt Damon témoigne, en fait, il a eu quelques idées, il s'est dit, tiens, si tu laisses tourner la caméra, ça devrait être une femme déjà que j'abats, comme ça sera plus glauque, et puis, quand elle tombe, je devrais dire, ah, elle est tombée bizarrement quand même, ce qui signifie que je le fais souvent. Et puis ensuite, si tu continues à laisser tourner la caméra, bah, tu feras encore d'autres choses très marrantes. L'IA pourra totalement faire ça, comme elle fait déjà des peintures, comme elle fait déjà des scénarios, comme elle est capable déjà de vous écrire des discours, même s'ils sont loin d'être parfaits. L'IA fera des films, des inventions. Vous pourrez dire à l'IA, s'il te plaît, conçois-moi le nouveau chasseur de 7e, non pas de 6e, comme ils sont dans les cartons aujourd'hui, mais de 7e génération. IA fait des choses spectaculaires, exceptionnelles. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais nous devons, bien sûr, garder le contrôle. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, mieux nous connaître nous-mêmes.